Alexandre Rouxel développe des projets autour des protocoles blockchain appliqués au marché de l'art au sein de Distributed Gallery, qui est un groupe de réflexion et de création autour de l'art basé sur la blockchain. Et Distributed Gallery est notamment l'auteur de The Ready-Made Token de Richard Prince, mais j'ai un token présenté comme une œuvre d'art, mais tu vas peut-être en parler. Voilà. Voilà. Et Distributed Gallery présente en ce moment même sa Chaos Machine. Et là aussi, je pense que tu vas expliquer un peu de quoi il retourne au Schinkel Pavillon à Berlin et aussi à Zurich, à la galerie Kate Vass. Et tu es également cofondateur de Pando Network, qui développe une infrastructure open source pour la création de contenus distribués. En gros, plus ou moins. Ouais, je te laisse la parole. Bonjour, merci. Du coup, je vais présenter un petit peu rapidement la Distributed Gallery. Bon, comme on disait, c'est un groupe de personnes, d'amis, de chercheurs, d'ingénieurs qui globalement tâchent d'essayer de créer des œuvres d'art en utilisant les protocoles blockchain. Alors, comme on disait, effectivement, c'est fait connaître avec le Ready-Made Token. Le Ready-Made Token, qui était un jeton qu'on a créé en fait et qui est un jeton unique, comme si vous créiez une pièce de monnaie absolument unique, hein, mais qui ne serait pas intégrée avec d'autres pièces de monnaie, donc qui serait absolument du coup non fongible, vous voyez. Et on a décidé de la mettre aux enchères. Donc on a créé un petit protocole de mise aux enchères. Ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'était de la signer pour la faire connaître, pour faire connaître cette œuvre d'art. Parce qu'à cette époque-là, nous, on n'était personne dans les mondes de l'art. Et donc, pour faire connaître l'œuvre, il s'agissait de fait de la signer. Donc, on a demandé à des artistes de signer, comme Simon Denis, qui est un artiste créateur sur blockchain. On a essayé de joindre Bansky, tout ça, mais bon, ça ne marchait pas. Et donc, évidemment, on était anonyme. Et donc, de fait, on a décidé de signer l'œuvre du nom de Richard Prince. Richard Prince, qui est un photographe très connu, qui s'est fait connaître notamment dans cette exposition à Gauguin, où il a mis en vente donc des photos Instagram qu'il a prises sur Internet pour venir questionner la question de la propriété intellectuelle sur le web 2.0. Et il appartient à un courant qui s'appelle l'appropriation. Donc, c'est un peu son dada, si vous voulez, de venir jouer des petits jeux provocation comme ça, où il s'approprie les œuvres des autres et ensuite il en fait sa propriété privée. Et donc nous, on avait créé un Richard Prince aussi, qu'on avait donc appelé Richard Prince Artist. C'est celui-ci, c'est donc un compte Twitter avec une photo de petit chat, de CryptoKitty. Et donc on s'est fait inviter, alors on n'a jamais menti, hein, mais quand on s'est fait inviter dans un festival à New York, à un moment donné, on nous a demandé, donnez-nous la bio et la photo de Richard Prince. On leur a dit, Richard Prince est un personnage public, ce qui est vrai. Et donc choisissez ce que vous voulez. Et donc évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait ça. Euh, et donc, et donc, à un moment donné, bon, on ne pouvait pas continuer à maintenir l'arnaque comme ça, même si ce n'est pas vraiment une, mais ils avaient créé leur propre scam, si vous voulez, c'était un auto-scam. Et donc, à la fin, voilà, le type de discussion qu'on a eu, c'était au départ, c'était très, c'est super ce que fait Richard Prince avec la blockchain, etc., etc. Puis bon, après, c'était what the fuck happened here. Et donc voilà, l'idée centrale de l'œuvre était finalement de rentrer un peu dans les marchés de l'art autour du buzzword blockchain, vous voyez, qui fait que c'était une voie assez facile pour pénétrer les marchés de l'art et s'en moquer un petit peu. L'idée centrale étant, on pourrait dire, de montrer que l'identité de l'artiste prend parfois bah, trop de poids et vient écraser le sens de l'œuvre même, en tant que l'œuvre avait déjà du sens de par le fait que ça répétait le jazz, Dada, etc. Enfin, les critiques d'art auraient pu en dire ce qu'ils voulaient, mais l'œuvre avait déjà du sens par elle-même. Et donc, vous voyez bien la manière dont... C'était une manière de montrer comment les marchés de l'art fonctionnent, en créant les conditions pour que les mondes de l'art créent leur propre scam, on pourrait dire, d'une certaine manière. Donc voilà comment on s'est fait connaître, et puis bon, il y a eu beaucoup de retours dans la presse internationale et tout là-dessus. Et donc après, on est passé à quelque chose d'un peu plus, compliqué à faire, qui s'appelle donc la Chaos Machine, qui est l'œuvre que vous voyez ici. La Chaos Machine, c'est donc une œuvre qui est faite en bois. Ici, c'est du chêne, en tôle. Il y a un speaker, une cage de verre, un lecteur LCD. Et puis, vous voyez, il y a une résistance électrique ici aussi, qui est posée sur de l'ardoise. La particularité de la Chaos Machine, c'est que c'est un espèce de crypto jukebox, on verra après. Donc c'est une machine qui va brûler des billets de banque et qui va jouer de la monnaie et qui va vous donner ensuite des autorisations pour rajouter du son dans la playlist, mais on va expliquer ça après. Petite chose à noter, c'est que la machine existe en 2 exemplaires. Hein. On la voit ici quand elle était en construction à Nantes, qu'on était en train de finir. Je vous mets un petit morceau de vidéo, hein, vous allez voir. Donc voilà ce qui se passe, hein, les billets brûlent, quoi. On envoie du 220 volts dans du fil résistif et puis ça crame. Et voilà le résultat, par exemple, actuellement au pavillon Schinkel, où vous avez la présentation claire et évidente de notre modèle économique absolument stupide, puisque évidemment cette machine ne rapporte rien, puisque nous ne récupérons que des cendres. Donc voilà.
voilà à quoi ça ressemble. La machine, donc, comme je vous le disais, existe en 2 exemplaires, hein, une à Berlin, une à Zurich, ce qui veut dire que si jamais du son, vous êtes à Berlin au pavillon Schinkel, et si du son sort de la machine à Berlin, eh bien, cela signifie qu'à Zurich, quelqu'un est en train de brûler un billet et vice-versa. Et chose un petit peu particulière, c'est que, il me semble quand même, c'est que le propre d'une œuvre d'art, c'est de réussir à générer des sentiments. C'est toujours un sentiment un petit peu particulier. Moi, ça m'était arrivé quand elle était exposée à full node, d'entendre du son sortir de la machine comme ça, alors que rien ne brûlait. Et du coup, je savais que quelqu'un était en train de brûler un billet sur l'autre machine, ce qui provoque évidemment un sentiment un petit peu particulier. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la blockchain, vous allez me dire, parce qu'on aurait pu faire ça sans avoir besoin d'une blockchain tout de suite. Ça s'explique surtout autour de ce petit ticket qui sort aussi, parce que quand vous brûlez un billet, le son sort, mais un petit ticket va également sortir de la machine. J'ai fait avec mes grands talents de designer un super petit schéma. Quand un billet brûle, en fait, le smart contract va générer un token. Ce token-là, il est inscrit en fait sur le petit ticket. C'est comme un paper wallet, si vous voulez, d'une certaine manière. Et ce QR code, vous pouvez l'utiliser, rentrer chez vous, le scanner sur votre ordinateur, parce qu'on n'a pas porté le truc sur mobile. Vous le scannez et ça vous donnera une autorisation pour rajouter un son dans la Chaos Machine, dans la playlist des Chaos Machines, qui est elle-même stockée sur IPFS, qui est une technologie distribuée un peu comme du peer-to-peer. Si vous voulez, il n'y a pas de serveur central, donc quand vous mettez un son dans la playlist des Chaos Machines, il y a de très fortes chances pour qu'il y reste jusqu'à la nuit des temps, quoi. Donc ça fait aussi un deuxième autre sentiment un peu bizarre. Et si vous rajoutez du son, comme la musique est jouée de manière aléatoire, eh bien rien ne dit que la personne qui brûlera un billet derrière vous entendra la musique que vous avez mis dans la machine. Donc la machine appartient à ses utilisateurs. Je ne vous fais pas de blabla sur ce que tout cela peut signifier. Voilà un peu l'idée. Chaque machine a une adresse, évidemment, elle a sa clé publique qui correspond à l'adresse de son contrat. Évidemment, si vous allez sur un explorateur de blocs comme Etherscan, ici, eh bien, vous allez pouvoir voir l'ensemble des transactions qui ont eu lieu sur la machine, c'est-à-dire le nombre de tokens qu'elle a émis, à savoir que ici, le petit tour de passe-passe, c'est qu'à chaque fois qu'un token est émis, on sait qu'un billet est brûlé. Donc là, on voit il y a 180 transactions sur une machine, ça fait 180 billets. Et vous avez, par exemple, on voit il y a 2 jours et 3 heures, parce que j'ai pris la capture aujourd'hui, il y a 2 jours et 3 heures, il y a un billet brûlé dans la machine du pavillon Schinkel. Donc voilà, l'explorateur de blocs vous permet de comprendre un peu comment ça marche. Particularité aussi, c'est que la machine, nous, on l'a conçue de telle manière qu'elle s'inscrive un petit peu dans un réseau, qu'elle permette de créer un réseau. Ce serait plus intéressant que d'en avoir que 2, d'en avoir plutôt une centaine, ça pourrait être plaisant. Donc tous les codes, tout le code est sur GitHub en open source, et j'ai le plaisir de vous annoncer que le Chaos Computer Club va très probablement construire la sienne pour le Chaos Computer Congress qui se tiendra à Leipzig cette année. Donc voilà pour ça, et puis je passe rapidement là-dessus. La Chaos Machine a également fait l'objet d'un livre d'art tiré en 100 exemplaires qui a été préfacé par un philosophe qui s'appelle Bernard Ras, qui est un philosophe français, spécialiste d'un autre philosophe français, ça pop comme ça, qui s'appelle Gilbert Simondon et qui était un grand spécialiste de la philosophie de la technique, mais qui réfléchissait sur la forme d'un moteur diesel. Et moi j'aimais bien cette citation, bon, je vous la laisse la lire, mais j'aime beaucoup la distinction quand il dit, bon, c'est plaisant pour nous, ils n'ont pas ce pouvoir mais ils le prennent malgré tout, donc celui des billets. Personne ne leur a conféré l'autorité pour le faire, mais cela ne les empêche pas de mettre en œuvre la capacité de le faire. Et la distinction entre ici, je trouve, la question de la capacité et la question de l'autorité est importante parce que vous voyez bien que des gens comme Satoshi Nakamoto, quand ils ont créé le Bitcoin, on retrouvait cette distinction-là. Évidemment, ils n'avaient pas l'autorisation, ils n'avaient pas besoin de l'autorisation pour produire une nouvelle monnaie. Ils ne l'ont pas demandé, ils n'ont pas attendu, parce que les positions d'autorité supposent toujours des espèces de positions passives. Et là, c'est des gens qui ont développé la capacité de le faire, la capacité au sens de la puissance, qui du coup n'attend pas, quoi, vous voyez. Et je trouvais la distinction intéressante et qui est bien à garder en tête à l'égard des protocoles blockchain, et j'y reviendrai probablement après. Je ne sais pas combien j'ai parlé déjà, mais... Ok, d'accord. Bon, alors je vais vous présenter, du coup, je vous présente quelque chose que personne, enfin que peu de gens ne connaissent, parce que on n'en a pas parlé. Parce qu'on a eu une idée il n'y a pas très longtemps qui consiste à tokeniser... si, c'est bon. Qui consiste à tokeniser, on pourrait dire, les étoiles. Comment on pourrait faire? On pourrait le faire en utilisant un télescope qui est conçu par des Français, qui s'appelle Leviscope, qui est conçu par Unistellar. Et ce projet serait également potentiellement fait avec John Watkinson, qui était là tout à l'heure, de CryptoPunk.
Le Viscope, donc ce télescope-ci, hein, conçu à Marseille actuellement, qui sera en vente l'année prochaine. Je vous donne quelques caractéristiques, hein. Il est considéré comme 100 fois plus puissant qu'un télescope amateur. Il est doté d'une technologie de reconnaissance automatisée des objets célestes, c'est-à-dire qu'il est en capacité de vous dire ce que vous êtes en train de regarder, quoi. C'est assez impressionnant. Vous pouvez le contrôler avec votre téléphone. Et puis le partage des données, parce que l'objectif de ce télescope, c'est de décentraliser l'observation du ciel et que chaque amateur, quand il observe une étoile, un phénomène astrophysique, etc., mais ils puissent partager automatiquement les données. C'est pour ça qu'ils ont fait un partenariat avec SETI, qui est le grand institut américain de recherche d'intelligence extraterrestre. Et donc je les ai contactés et je leur ai proposé le projet que je vais vous présenter. J'ai eu des retours extrêmement positifs, mais on attend qu'ils aient terminé leur phase industrielle pour lancer ce projet. Notre projet qui consiste donc à construire un petit programme sur le top, à l'intérieur, enfin ouais, on va dire à l'intérieur, une API en fait, sur le software de Unistellar. Donc, je vais faire des petits détours en astronomie, hein. Mais quand on regarde le ciel, vous savez bien, vous savez bien que bon, on voit comme ça un amas informe, enfin en tout cas complètement désorganisé de points lumineux dans le ciel. Je ne vais pas vous l'apprendre. On sait très bien que les civilisations depuis la Grèce antique ont raconté des histoires là-dessus, qu'il y avait toute une manière de mettre en forme, de créer des lignes imaginaires qui permettent de raconter des histoires et de fixer dans la voûte céleste les croyances des civilisations passées, etc., etc. Les astronomes, eux, utilisent des trucs un petit peu plus précis que les simples lignes imaginaires. Ils utilisent ce qu'on appelle des coordonnées célestes, c'est ce qui correspond globalement aux coordonnées GPS, mais pour la voûte céleste, et qui vous permet de retrouver un astre dans le ciel. Les données qu'on utilise pour repérer un astre dans le ciel, il y en a deux, c'est ce qu'on appelle l'ascension droite, exprimée en heures, et la déclinaison, exprimée en degrés. Si vous voulez obtenir les coordonnées célestes de Bellatrix, qui est dans la constellation d'Orion, eh bien, vous obtiendrez les données suivantes, ascension droite 5,25, déclinaison 6,20,59. Pourquoi je parle de ça? Parce que quelles sont les données donc qu'on peut recueillir avec le télescope d'Unistellar quand on regarde une étoile? Eh bien, on peut recueillir les coordonnées célestes, on vient de le voir ensemble. On pourrait aussi assez facilement avec l'API recueillir l'horodatage de l'observation, c'est-à-dire l'heure précise à la seconde près où l'observation a été faite. Et on peut également, et c'est le propre d'Unistellar, recueillir l'image de notre observation. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très facilement transformer, extraire de cette image ces données binaires pour faire du non-fungible token, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Là, j'ai mis les données binaires de la Chaos Machine. Donc non-fungible token, je ne vous présente pas du coup trop ce que c'est. Je pense que tout le monde a relativement compris que c'était des pièces absolument uniques de par leurs caractéristiques. Ici, j'ai mon CryptoKitty que j'avais acheté il y a longtemps avec l'ADN correspondant. Et évidemment, de par son ADN et les haches qui vont passer dessus, c'est une pièce absolument unique. J'avais fait un petit truc aussi pour vous dire il est où le CryptoKitty, parce que je me disais que vous ne savez peut-être pas où il est. Évidemment, on peut l'observer. Si on réouvre un explorateur de blocs, là, ça c'est l'adresse de mon compte et on voit que je l'ai acheté il y a 358 jours. Et vu que je connais un des numéros du compte de Vitalik Buterin parce qu'il s'est inscrit sur Pipette, j'ai été vérifié juste avant de venir, le créateur d'Ethereum. Hein, on peut explorer avec l'explorateur de blocs, aller voir, et il a son petit CryptoKitty ici. Je fais le détour parce qu'évidemment, si on tokenise les étoiles avec le projet TokenStar, on serait tout à fait en capacité de faire sensiblement la même chose, sauf qu'on corrélerait immédiatement la création du TokenStar à une observation réelle. Et donc vous voyez que la manière de réfléchir n'est pas exactement la même. Vous connaissez peut-être la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion, qui est ici, qui est une nébuleuse un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Moi, je la trouve personnellement très belle. Eh bien, imaginez un jour, si vous obtenez les données de l'étoile qui pointe sur le museau de la nébuleuse de la tête de cheval, ici, alors vous pourriez tout à fait les transformer, les intégrer à l'intérieur d'un non-fungible token et créer par ailleurs derrière une représentation de ce non-fungible token. Ça, c'est une image que John Watkinson a fait quand je lui avais présenté le projet, où il s'est amusé à pixeliser les images obtenues par Unistellar. Donc en fait, il passe un petit algo qui va un peu pixeliser l'image, et puis bon, voilà, c'est son travail. Et donc voilà le type d'image qu'on pourrait obtenir, image qui viendra du coup représenter le token ERC20. Et je voulais faire un détour, je vais improviser, j'avais mis ça parce que ça me faisait penser en 58, Yves Klein met en vente dans le cadre de performance où un commissaire-priseur l'accompagne, ce qu'il appelle les zones de sensibilité picturale immatérielle, c'est-à-dire en fait de l'air le plus souvent, et il les vendait dans des performances où ensuite il brûlait les chèques parce qu'il voulait absolument que le truc reste absolument non sensible, on dira. Et puis Ben Vautier, moi Ben Vautier je suis pas très fan, mais
mais on s'en fiche, il y en a plein des artistes. Mais Ben Vautier qui disait en 62, dans une conférence où il demande à son public de donner des mots, donc il dit donnez-moi des mots, et puis je vais les signer. Alors les gens disent matrice, ciel, nuage, etc. Et puis lui ensuite il fera un recueil de poèmes dans lequel il dira moi Ben, c'est pas le moi Ben, et il va dire moi Ben, je signe le ciel. Évidemment, Ben Vautier il peut se permettre de faire ça parce qu'il habite une position sociologique un petit peu bizarre qui est celle de l'artiste reconnu par les mondes de l'art et donc par l'institution artistique. Ce qui fait que quand Ben Vautier dit moi Ben, je signe le ciel, évidemment, il a une position performative dans son discours qui est un peu plus forte et de fait, il arrive à signer le ciel d'une certaine manière au sens où il peut dire j'en fais mon art. Évidemment, si c'est ma grand-mère qui le dit, c'est un petit peu plus compliqué. Je parle de ça parce que vous allez voir pourquoi juste après. Parce que le fait de signer le ciel n'est pas qu'une entreprise réservée aux artistes reconnus par les mondes de l'art, mais c'est aussi quelque chose de très concret qui est situé boulevard Arago, ici à Paris. C'est l'Union astronomique internationale, qui est une association dont j'imagine que les gens sont très très sympathiques, mais ce sont eux qui décident globalement des noms qu'on va donner aux astres, que ce soit les astéroïdes, les étoiles, etc. Donc, vous voyez, on observe quand même une espèce de centralisation de l'entreprise de désignation des astres. Et ce que je me disais, c'est qu'avec notre projet, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est forquer la map officielle du ciel, parce que si nous enregistrons les coordonnées célestes, admettons, je prends l'étoile qu'il y avait sur le bout du museau de la nébuleuse de la tête de cheval, et je décide de l'appeler la Vitalique, admettons, parce que ce serait le premier, j'appelle cette étoile la Vitalique, et bien ces coordonnées célestes sont enregistrées, et si, avec l'API, je pourrais utiliser du coup le télescope d'Unistellar et lui demander, va sur la Vitalique, s'il marche sur une map du ciel qui a été forquée. Vous voyez l'idée ? Du coup, on pourrait créer une infinité de maps comme ça et laisser finalement aux foules, d'une certaine manière, via ce type de technologie, le soin de raconter leurs propres histoires par le biais de l'observation du ciel et ici de la techno. Je ne sais pas si vous voyez l'idée à peu près, si c'est clair pour tout le monde. Mais voilà les potentialités qui sont ouvertes par un télescope comme celui-ci et les couplages qu'on peut faire avec la technologie blockchain en tant qu'elle va nous permettre de créer de la rareté à l'échelle ici du ciel et elle nous permettrait aussi de reprendre la main sur l'entreprise de désignation des astres. Alors reprendre la main, ça ne veut pas dire qu'il y a des ennemis, mais en tout cas, les possibilités, le champ des possibles en termes d'imaginaire et en termes de création est absolument infini une fois qu'on arrive à créer une API comme ça. Donc voilà le prochain projet qu'on fera à la condition qu'un jour on arrive à vendre une de nos machines. Ouais, parce que c'est très dur, c'est beaucoup plus simple de vendre des toiles ou des représentations de trucs, mais c'est plus dur de vendre des grosses machines. Enfin bon, peu importe. Un autre projet, alors projet celui-là qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est donc Pando, dont Daniel également fait partie, qu'on a créé il y a de ça un an et demi. Alors Pando, ça se présente, si vous voulez. Ah oui, alors oui, j'avais mis In Aragon We Trust parce que actuellement on les remercie à chaque fois parce que Pando est un système de versionning comme GitHub, si vous voulez, mais complètement décentralisé. Je vais en parler un petit peu après. Et on est actuellement financé par la super équipe d'Aragon qui s'occupe actuellement de porter les DAO au monde entier, qui fait qu'actuellement, vous pouvez déjà, en 2-3 clics, lancer votre propre DAO. 5 minutes, c'est genre parfait, j'ai géré. Et donc voilà, donc merci Aragon. Alors pourquoi d'abord on a appelé ce protocole de gestion de version Pando parce que Pando, l'étymologie d'abord c'est je m'étends, et vous allez rapidement comprendre pourquoi avec la vidéo qui suit. Et Pando, à la base, c'est donc une colonie clonale de peupliers faux trembles, il s'appelle, qui en fait se réplique. Donc, elle part d'un seul et même ancêtre, comme d'une seule et même génétique, et puis c'est une forêt qui n'arrête pas de se répliquer, de se répliquer, de se répliquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un des êtres vivants les plus vieux qu'il y ait, parce qu'on estime sa longévité à 80 000 ans, et du coup, c'est quelque chose qui est très lourd. Oui, c'est 1000 tonnes, je ne me rends pas compte. Donc voilà, je disais, donc GitHub c'est un logiciel de gestion de version, GitHub Pando c'est un logiciel de gestion de version un peu à la GitHub. À la différence, vous allez voir, c'est que nous, eh bien, on va transformer chaque contenu en DAO. Je ne sais pas si on vous a présenté déjà les DAO, on en a parlé. Ah ouais. Alors les DAO, globalement, c'est Decentralized Autonomous Organization. Une DAO, ah ouais, attendez, on va faire un aller-retour.
Une DAO, j'avais pris cet exemple-là, qui est une offre qui est exposée à côté de la Chaos Machine. C'est globalement un petit logiciel informatique qui va permettre à tout un ensemble de personnes de fixer des règles de gouvernance autour d'un objet. Un objet, que ce soit un contenu, que ce soit une entreprise, que ce soit la vie familiale, etc. etc. Là, par exemple, ici, c'est un arbre qui a été un petit arbre, il y a des petites loupiottes autour et des caméras, et c'est un arbre dont la gestion est faite et posée sur une DAO, c'est-à-dire que l'achat de l'engrais, quand est-ce qu'il faut aller l'arroser, quand est-ce qu'il faut le déplacer pour la prochaine expo, et tout ça est géré en ligne par une DAO. Et les décisions qui sont prises sont absolument immutables. Quand de l'argent rentre pour la gestion de l'achat des engrais et tout, admettons, les choses ne bougeront pas. Et si l'argent sort, on est sûr qu'il sort. S'il doit y avoir redistribution et que la redistribution de l'argent est inscrite dans le code, on est sûr que ce sera effectif. Enfin bon, peu importe. Je vais passer, est-ce que je dois plus que 3 minutes, c'est ça? Ok. Et donc, globalement, nous, ce qu'on fait, c'est que notre objectif, c'est de transformer n'importe quel contenu en DAO. C'est-à-dire que vous prenez un livre, un film, un logiciel ou un jeu vidéo, le processus de création qui préside à son émergence sera tenu, soutenu et organisé par une DAO, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vont partager des droits, et nous là c'est un modèle que je vais vous présenter ici, qui vont partager des droits autour de l'œuvre au gré de l'évolution de l'œuvre. On prend un exemple ici, on a Paul tout en haut, admettons. Paul un jour vient sur Pando et Paul a simplement une idée, il a une idée de roman de science-fiction, mais à cause de sa vie de famille, imaginons, il n'a pas le temps d'écrire. Il pose son idée en quelques lignes, 5 ou 6, et puis Alice, admettons, va venir, Alice, elle a le temps, elle écrit, et elle propose, admettons, 2 premiers chapitres sur l'idée de Paul. Si Paul accepte, dit, écoute, moi je trouve que vis-à-vis de mon idée originale, ça continue plutôt bien mon intention, c'est plutôt dans le style que j'aurais voulu développer. Donc j'accepte que tu ajoutes tes chapitres. Paul, jusqu'ici, avait 100% d'autorité sur l'œuvre. Donc, admettons, s'il l'avait vendu, il aurait vendu 10 euros, il aurait récupéré 10 euros. Et là, il va pouvoir gérer directement avec Alice et dire à Alice, bon, écoute, je t'octroie, admettons, 30% des parts désormais. Et donc, moi, je n'en ai plus que 70 et toi, 30. Et puis, un jour, quelqu'un vient et voit ce qu'a écrit Alice et dit, bon, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu as fait, Alice. Et j'aime bien aussi l'intuition de Paul et j'aimerais rajouter des illustrations dans l'ouvrage. Et bien ensuite, Alice et Paul vont devoir négocier ensemble pour savoir est-ce que les illustrations qui ont été proposées par le nouvel arrivant sont intéressantes et combien on va octroyer de pourcentage d'autorité à cette nouvelle personne, etc., 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 etc. Et vous voyez bien ici l'intérêt de la DAO, ça va être de gérer le protocole d'écriture collaborative et d'accepter ou de rejeter le jeu des contributions spontanées qui vont se faire autour de ces contenus qui sont du coup complètement ouverts. On essaye aussi de construire des mécanismes de rémunération qui font que s'il y a un contenu depuis lequel vous êtes inspiré ou un contenu que vous avez forqué pour en créer un autre, admettons, je ne sais pas, moi je crée quelque chose, ça ne marche pas, quelqu'un reprend ce que j'ai fait et ce qu'il a fait marche, et bien à ce moment-là, on crée des dépendances qui font que si le contenu qui s'est inspiré de moi génère de l'argent, bien une partie va me revenir. Ce qui est une manière de respecter un petit peu les histoires et les inspirations depuis lesquelles les œuvres émergent. C'est pour ça que j'avais mis cette petite phrase de Newton. Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules de géants. Et puis voilà, j'avais mis cette vidéo à la fin qui est une œuvre qui a été faite par Aaron Colbin et qui est un hommage à Johnny Cash qui a été produite par 250 000 personnes. Elle ne sera pas en entier parce que j'avais la version gratuite de Slide et j'avais plus de place. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'on profite de la présence d'Alexandre pour lui poser tout de suite l'une ou l'autre question? Ou sinon, gardez peut-être vos questions pour... Oui, Merci. Je voulais juste revenir sur une question par rapport au projet sur la tokenisation des étoiles. Dans le projet, c'est une étoile, un token, ou c'est une observation à un moment donné, un token? Pardon, c'est une observation du coup. C'est pas, en fait, il ne s'agit pas justement parce que comme il y a le timestamp qui va avec, tu peux pas juste dire. Après, ce serait possible de faire ça. Hein.
Et rien n'empêcherait quelqu'un de forquer. Ce serait un petit peu bizarre, mais par contre, quelqu'un pourrait tout à fait dire tous les nouveaux arrivants, ils viennent le jour où tu lances l'application. Et puis les gens, ils disent bon, moi, je prends Mars. Si ça, genre Elon Musk, il arrive, il dit bon, moi, je prends Mars, tu vois. C'est pour moi. Et du coup, ça ferait de la propriété privée dans l'espace, qui serait du coup un petit peu bizarre. Après, en tant que tel, c'est pas inintéressant de se dire que la propriété privée pourrait aller jusque-là, parce que ça nous permet de nous rappeler ce que c'est que la propriété privée, au sens où c'est jamais qu'une forme contractuelle, quoi. Oui, c'est vrai, c'est bien ce qu'on fait avec les CryptoPunks et les. C'est ça. Ouais. On en prend chacun un. C'est ça. Après, c'est vrai que rien n'empêcherait en tant que tel, moi c'était pas vraiment le projet, mais rien n'empêcherait de fait après de créer un marché des étoiles. Oui. Au sens où du coup tu prends un mec comme Victor Buseau qui en 2016 observait l'explosion d'une supernova. Le mec est un amateur. Il est le premier à récupérer les données de l'explosion. C'est des données qui sont hyper intéressantes pour la communauté scientifique. Du coup, le mec est malin, il informe tout de suite toute la communauté scientifique. Donc tous les gros télescopes vont pointer leur regard sur l'explosion de la supernova. Le mec a une chance de ouf, quoi. Mais par contre, les premières données, c'est lui qui les a. Et effectivement, un mec comme ça transformerait ces premières données en tokens. En tant que tel, il pourrait aussi s'amuser à dire je les mets en vente sur le marché, quoi. Oui. Tu vois. Non, évidemment, je comprends bien que tu veux souligner un danger potentiel. Après, le truc qui est assez drôle au fond, c'est que les gens qui regardent le ciel n'ont jamais eu besoin d'incentive économique pour le faire. Et les gens continueront toujours à le faire. Et je pense que ce serait... Donc là, il y a potentiellement une infinité de tokens. En fait. Il y a une infinité. Oui, évidemment. Ouais. Parce que tu peux observer la même étoile. Puis en plus, quand tu l'observes, tu sais bien que la manière dont le rayonnement électromagnétique de l'étoile, elle va être plus ou moins diffractée par la pollution lumineuse, par ta position géographique, etc. Donc de toute façon, les observations ne sont jamais les mêmes. Et puis c'est des observations d'instant d'étoile. Je pense que si tu offres un cadeau post-moderne, admettons, à ta copine, qui serait genre je t'offre une étoile dans la constellation d'Orion, tu peux choisir une date précise qui serait la date des 2 ans pile depuis, parce que vous êtes rencontrés. moi, je ferais ça, mais je l'ai quitté. Donc, à la seconde près, ça fait très geek, ouais. Ouais, c'est un peu cucu. Mais...